Normalement, on est en direct. Ouf. Salut à tous. J'attends un peu, hein, le temps de voir un peu mon écran se rafraîchir. Donc là, on est en mode ultra expérimental, hein, on est vraiment en mode, voilà quoi. Là, je sais pas combien de temps va durer le live. Il va être court, je sens. Salut à tous. Bon, je sais pas si vous m'entendez ou si vous me voyez. Moi, je vois personne. Je vois pas encore mon écran, disons, sur OBS. Et peut-être que ça marche pas. Si ça marche pas, je redémarre. Voilà. Non, normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Donc, vous êtes censé voir quelque chose. Vous êtes censé voir l'écran de Grasse. Enfin, en tout cas, une page sur Grasse GIS. Parce qu'aujourd'hui, comme vous avez vu dans la description, le sujet c'est GrassGIS. Ouais, normalement, tout semble bon. Salut à tous. Ouais, je suis un petit peu en retard. J'avais dit que je ferais entre 19h et 21h les lives. Bon, bah, ce sera en 22h. C'est à cause du couvre-feu, c'est à cause du couvre-feu. Salut à tous. Donc, aujourd'hui, petite vidéo sur GrassGIS. Donc, le SIG Grass pour traduire. Qui est un peu le précurseur des SIG open source, j'ai envie de dire. Parce que là, je pensais pas, hein, mais la première version de Grass, donc c'est un SIG, je vais décrire tout de suite ce que c'est. Elle est sortie en 1983, quoi. Vous imaginez 1983, la première version de Grass, donc ça date, hein. Donc ouais, on est qu'en 2020, là on est à la version 7. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu ce qu'est que GrassGIS. Étant donné que j'ai mon serveur, voilà, là on est sur ma VM, lancé en même temps que le stream, je donne pas cher du stream, j'ai envie de dire. Mais on va tenter quand même, on va tenter quand même. C'est pas grave, la vidéo est enregistrée. Si ça coupe, je passerai la rediffusion demain ou je mettrai la rediffusion ce soir. Donc, no stress. Dites-moi si c'est fluide ou pas. Ça n'a pas l'air si fluide que ça. Ouais, le pros est fatigué. Enfin, il se fatigue vite, mon pros. Toutes les questions de pros, hein, pour la fluidité du live. C'est pas une question d'autre chose. Et donc là, je vais vous présenter GrassGIS. Dites-moi si c'est fluide ou pas. Dites-moi si c'est fluide. Salut à tous. Dites-moi si c'est fluide. Est-ce que le live est fluide? Répondez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si c'est possible. Donc aujourd'hui, voilà, vidéo de présentation sur GrassGIS, qui est le précurseur des SIG. Enfin, il était là en tout cas avant QGIS, si j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, donc, on va voir un peu de quoi il retourne derrière Grass. Donc voilà, aujourd'hui, on est à la donc 2020, dernière mise à jour. 21 décembre, on est à 7.8.5. Donc vous voyez que les mises à jour sont très régulières. Donc qu'est-ce que Grass? Grass est un logiciel SIG. Alors contrairement à Sagagis où hier je l'avais présenté comme un peu un logiciel orienté télédétection, là on est plus dans du logiciel SIG traditionnel, j'ai envie de dire, si tant est que le SIG traditionnel existe. Mais voilà, on est plus dans du SIG classique avec toutes les fonctionnalités d'un SIG, raster, vecteur, digitalisation, etc. Donc ça, c'est la première chose. Donc Grass est un SIG à part entière. C'est-à-dire vraiment, c'est un SIG à part entière et autonome. Entre guillemets autonome, c'est vraiment un logiciel à part entière. Même si depuis le début, quasiment, il peut être installé en concert avec QGIS et du coup, vous utilisez Grass au travers de QGIS. D'accord. Donc ça, c'est aussi possible. C'est aussi possible. Je vous montrerai plus un de ces quatre. Quand vous lancez QGIS, en fait, vous avez souvent QGIS et QGIS with Grass. Et en fait, eh ben, vous pouvez, si vous lancez votre QGIS with Grass, vous avez les algos de Grass incorporés dans QGIS. Pour info, Grass, c'est plus de 250 algorithmes. Hein, donc c'est énorme. Du raster, du vecteur, de l'imagerie, de la photogrammétrie, de l'analyse spatiale et de la modélisation spatiale. Raster vecteur, des analyses topologiques, etc. Donc voilà, il y a vraiment de tout dans Grass. Salut à tous. N'hésitez pas à faire des dons. Hein. Surtout, n'hésitez pas. Je veux dire, si vous hésitez à faire des dons,
Lancez-vous, vous risquez rien. Donc voilà, aujourd'hui c'est présentation de GrassGIS et je vais vous présenter plein de petits sites, enfin présenter. Je vais vous présenter vraiment déjà ce que c'est et on va faire un petit tour d'un point de vue technique après quand même sur Grass pour voir de quoi il retourne techniquement. Mais alors ce sera pas une prise, ce sera pas une vidéo prise de main Grass, je vous rassure. Ce sera pas les bases de Grass, mais on va déjà voir quelques petites choses, comment fonctionne un projet Grass, les fenêtres. Vous allez très vite voir que les icônes sont les mêmes sous Grass que sous QGIS, donc vous n'allez pas être dépareillé si vous utilisez Grass. À la différence que un projet Grass ne fonctionne pas réellement comme un projet QGIS. Il y a vraiment de grosses différences. Là, pour le coup, Grass recompile tout, a ce propre format de données, sa propre structuration de projet. Un projet, c'est quelque chose, voilà, c'est vraiment lié à une localisation géographique. Et voilà, donc ça, c'est vraiment la particularité. C'est la particularité de Grass, donc il y a une petite particularité, très axé 2D et 3D aussi. D'ailleurs, de base, hein, si vous ne mettez pas les fonctionnalités de Grass avec QGIS, si vous ne mettez pas les fonctionnalités de Grass avec QGIS, et ben, comment dire, et ben du coup, ben, vous allez bénéficier de peu de fonctionnalités. QGIS seul a peu de fonctionnalités en tant que tel. Hein. Faut vraiment faire gaffe. Et après, et si vous mettez grâce avec QGIS, là vous avez beaucoup de fonctionnalités géospatiales. Donc j'ai envie de dire que un des gros pourvoyeurs de fonctionnalités spatiales de QGIS, c'est grâce quand vous l'installez avec. Donc ça c'est vraiment quelque chose, voilà, je tiens à préciser. Merci à tous ceux qui sont là, merci à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il est là pour ça. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker si vous aimez, à disliker si vous n'aimez pas. Le live sera disponible en rediffusion de bonne qualité ce soir ou demain. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, si c'est pas de bonne qualité, voilà. Donc voilà, alors Grass, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un SIG à part entière, autonome, qui n'a de base rien à voir avec QGIS et qui dispose de toutes les fonctions géospatiales classiques d'un SIG. Donc voilà, les fonctionnalités d'édition, de création de données, de modification de données, de stockage de données, d'analyse de données, raster, vecteur, etc. Il dispose d'un ETL intégré il y a un ETL intégré à Grass. Et je pense qu'à mon sens, Grass fonctionne aussi bien en ligne de commande comme Sagagis que en interface graphique, donc ça c'est bien. Et je pense, je vais vous dire quelque chose, qu'il est plus interopérable que QGIS et qu'il est plus poussé techniquement et qu'il laisse une grande marge de manœuvre pour développer des applications autour de Grass, à partir de Grass, ou même des applications web. Donc je trouve que Grass, là, parce que j'ai refouillé un peu, est très puissant d'un point de vue d'interopérabilité et d'un point de vue applicatif, parce qu'il me semble qu'on peut créer pas mal de choses autour de Grass et qu'il est utilisable en ligne de commande, donc ça c'est pas mal, voilà, pour automatiser les tâches. Un jour je vous présenterai Gedal qui est le cœur de tous les SIG au monde, mais voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Donc voilà, donc je pense que Grass est peut-être plus poussé techniquement que QGIS. Par contre, l'interface de Grass graphique, oh là 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 là, c'est en termes d'ergonomie. Pardon, je veux pas critiquer un projet open source que j'adore et j'adore Grass, mais il y a moyen d'améliorer. Mais je veux dire que pour un SIG métier, c'est pas ce qu'on demande en premier d'être ergonomique. On demande d'avoir les algos métiers, d'optimiser ses puissances de calcul, etc., etc. Mais quand même, en ergonomie, l'avantage c'est que ce sont les mêmes icônes que QGIS, parce que QGIS à mon avis est un peu plus démocratisé que Grass. Mais voilà, après, c'est pas la même organisation des plans de travail, on va dire, et la notion même de projet Grass est différente de la notion de projet QGIS. Mais sinon, vraiment, Grass est un SIG à part entière extrêmement puissant. Donc, salut à tous, salut à tous. Donc voilà, donc Grass, on a la version 8.5, c'est très axé 2D, 3D, les fenêtres sont très malléables, très flexibles, c'est un projet open source OSGeo Project. Dans le monde du SIG, quand vous voyez un OSGeo Project, c'est un projet, je n'ai pas envie de dire, voilà, un projet qui est membre de l'Open Source Geospatial Foundation OSGeo, c'est que c'est la qualité et que voilà, c'est que c'est de la qualité. Donc voilà. On va voir un peu maintenant ce qui se cache derrière Grass. Et après, on va ouvrir le logiciel hein, pour voir ce qu'il y a derrière. Vous dites-moi si le live est fluide ou s'il n'est pas fluide, etc. Donc c'est open source. Là, je suis sous Linux. Ça s'installe sous Windows et sous Mac. Si vous installez QGIS, il va vous demander si vous voulez installer Grass avec. Et des fois, vous avez 3 installations. Souvent, quand vous installez QGIS,
vous avez QGIS, QGIS with Grass, ça veut dire avec Grass installé dedans, et vous avez aussi Grass en autonome. Donc vous avez les 3 logiciels. Donc voilà, en tout cas moi sous Linux, quand j'installe les paquets QGIS, j'installe aussi les paquets de Grass, ça c'est obligatoire. Et en plus, par contre, quand j'installe les paquets Grass sur Linux, j'installe pas l'interface graphique de manière native. Il faut que je lui dise installe-moi l'interface graphique pour bénéficier de l'interface graphique de Grass. Sinon, de base sur Linux, quand j'installe QGIS, j'installe Grass et j'ai accès à Grass en ligne de commande. Salut à tous, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez. Donc, Grass pour Linux, vous avez des Docker images, Grass pour Mac, voilà. Donc on va voir un peu les add-ons. Parce que vous savez que QGIS, un de ses gros points forts, c'est de bénéficier de tonnes de plugins, hein, je veux dire, mais Grass dispose de tonnes d'algorithmes géospatial. QGIS, Grass, ArcGIS, tout ce que vous voulez, c'est basé sur la librairie GEDAL. GEDAL qui est le cœur de toutes les librairies, de tous les logiciels SIG. Ouais, et voilà, vous avez beaucoup, voilà, vous avez des tonnes de plugins, un peu à l'instar de QGIS. Voilà, hein, ne vous étonnez pas. Donc, mais de toute façon, QGIS et Grass, c'est très interopérable puisque la QGIS et Grass est installé souvent avec QGIS. Vous ne le savez pas, mais Grass est installé avec QGIS et vous utilisez souvent des algorithmes de Grass sans savoir que vous les utilisez. Et vous savez souvent, vous utilisez des algorithmes de Grass au travers de QGIS qui sont en fait, qui est GEDAL derrière qui tourne. Le cœur de tous les SIG c'est GEDAL et Grass, QGIS et ArcGIS ne sont en fait, pour résumer trivialement, que des interfaces graphiques de GEDAL. Hein. Si vous voulez utiliser un SIG de façon brute, le cœur, vous allez sur GEDAL, vous téléchargez GEDAL et vous avez voilà GEDAL. Donc là, on a un peu la liste des extensions. Donc CSW, donc Database Manager. Donc CSW, je crois, c'est les métadonnées. Les displays, donc voilà, parce que bon, c'est très orienté aussi géostatistique et comme Saga et modélisation spatiale, donc voilà tout ce qui est analyse d'images, imagerie, graphique, etc. Vous voyez, ils sont aussi installés dans Grass, donc voilà, vous avez imagerie, les CNN, donc algorithmes statistiques, la baltimétrie, voilà, donc vous avez vraiment tout ce qui est gestion de format d'image, tuilage et autres, voilà. Donc la gestion des images sentinelles brutes. Importer des images sentinelles, créer des nuages et des masques de nuages et d'ombre à partir des images sentinelles 2. Voilà quoi. Importer et gérer, faire des corrections atmosphériques sur les images sentinelles 2. Donc vous voyez, c'est très orienté. Il y a énormément d'algorithmes orientés raster, imagerie, photogrammétrie. Alors, juste pour info, parce que Saga aussi, c'est normal. Pourquoi? Parce que historiquement, ben, les rasters, en vrai, c'est le pan le plus important du SIG. Hein. Ça, faut s'en rendre compte. Les traitements vecteurs sont moins importants et moins nombreux que les traitements raster. Et souvent, il est mieux de passer par du traitement raster et après de faire une conversion raster to vecteur que de faire des traitements vecteurs parce que les traitements vecteurs sont longs, sont consommateurs d'énormément de ressources, alors que les traitements raster sont plus rapides en général, hein, sur des gros stocks de données. Donc ça, c'est vraiment une des particularités de tout. QGIS aussi a ça, mais voilà, là, comme on tombe dessus, 3D raster, normal, dès qu'il y a de la raster, de l'imagerie et du raster, il y a de la 3D qui va avec, c'est natif. Donc, voilà, tous les algorithmes de géomorphologie, etc. Donc, il y en a tellement de biomasse, vous voyez, pour le CO2, calculer l'impact, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Là, on est dans la modélisation de raster, mais dans la modélisation spatiale, j'ai envie de dire. Hein. Faire de la prédiction, voilà, Airlearn Predict. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Vous voyez, toutes les extensions qu'il y a, je ne pourrais même pas toutes les citer. Il faudrait faire une vidéo pour chaque extension, tellement il y en a. Voilà les streams, donc là c'est tout ce qui est hydrologie, voilà, tout ce qui est ensoleillement, calcul d'ensoleillement, texturage, convertir les rasters en ligne, voilà, parce que là voilà, et tout ce qui est analyse temporelle et série temporelle. Ça je n'ai pas parlé hier avec Sagagis, mais ça aussi c'est un très gros volet de l'analyse raster, les séries temporelles, les ARIMA, les SARIMA, les ARMAX, les modèles Garch, etc. Il y en a pour tous les goûts. Et il y aura certainement une vidéo qui arrive sur les séries temporelles, parce que c'est je vais dire une de mes spécialités en statistique, parce que je ne suis pas spécialisé de la modélisation statistique et de l'économétrie, mais j'ai beaucoup pratiqué les séries temporelles. Donc je peux vous en parler un peu. Donc voilà, après vous avez tout ce qui est vecteur. Vous voyez, tout de suite, les extensions vecteurs, il y en a 3-4 fois moins que les extensions raster. C'est normal, parce que les champs des possibles sont bien plus importants dans le domaine du raster que dans le domaine du vecteur.
N'hésitez pas, voilà. Donc, je vais dire à liker. J'arrête pas de faire la pub pour vous liker. Et oui, mais ça améliore le référencement des vidéos. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est le modèle YouTube. Et je vais vous dire qu'un de ces quatre, on va essayer de reproduire le modèle YouTube, l'algorithme YouTube pour les vidéos. Ça, c'est un de mes projets aussi, de retrouver l'équation de l'algo de YouTube. Ah, là, on part dans quelque chose, vous me dites, vu que YouTube modifie souvent son équation, il y a certainement des variables cachées, mais on va quand même essayer. On va quand même essayer. Donc voilà, donc ça, c'est un peu pour vous présenter déjà les extensions qu'il y a dans Grass. Je ne sais pas si c'est fluide hein, de votre côté. J'ai pas trop l'impression, hein. J'ai pas trop l'impression. J'ai l'impression que ça n'a pas trop bougé. Tac, tac, tac. Mais bon, on verra bien. De toute façon, le live sera disponible de bonne qualité si vous souhaitez. Donc voilà, tac. On repart par ailleurs. Attends, je vais faire un petit truc. Donc là, on va un peu voir. Donc vous pouvez aussi utiliser Grass au travers de Jupyter et de Binder qui vous permet d'utiliser. Alors, je suis pas un expert, j'ai découvert ça il y a 5 minutes, mais on va quand même le dire parce que c'est important. Ça vous permet, euh, ça vous permet de pouvoir utiliser la librairie Grass au travers de Notebook et donc de pouvoir utiliser Grass au travers de Notebook et de pouvoir donc utiliser les librairies pour créer des applications, etc. en mode web. Donc voilà. Donc je suis pas. Ah ben non, mais ça a l'air fluide là. Je suis connecté sur mon portable, je fais une vue. C'était pour voir. Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, mais j'ai mis sur mon portable 1 minute pour voir ce que ça donne. Bon, ouais, j'arrête parce que ça fait une fausse vue, je déteste ça faire. Ouais. Donc je quitte avec mon portable. Voilà. Tac, 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 tac. Normalement, je perds une vue dans pas longtemps. Mais voilà. C'est pour ça, donc ça a l'air fluide. Donc voilà. Donc vecteur, c'est plus orienté raster que vecteur, et c'est normal. Parce que le champ des possibles dans le domaine des traitements d'images raster, analyse spatiale basée sur des images raster et modélisation spatiale, bien sûr. Parce que ma spécialité, c'est la modélisation spatiale pour le coup. Voilà, sont bien plus importantes. On va aller un peu dans Learn. Tac. Et après, on va lancer le logiciel parce que je sais que on est là pour ça, les enfants. On est là pour voir un peu du logiciel. Alors, un tout petit peu, hein, un zeste, parce que ça fait déjà 18 minutes que je parle. Oh, je parle pour rien dire, les gars. Enfin, pardon, je rigole. Mais après, prochaine, ne croyez pas, hein, ça c'est la vidéo d'intro. Il y a déjà quelques vidéos sur Grass, mais quelques-unes. Mais je vais lancer les tutos sur Grass, ça va y aller, les enfants. Grass Saga, ça va y aller comme il faut. Donc voilà, alors là on voit un peu, voilà, on va lancer l'interface, hein. Don't worry, don't worry. Voilà. Donc bien sûr, grâce, bon la doc, les tutos, il y en a sur internet, en veux-tu, en voilà. Donc voilà, là vous voyez rapidement l'interface du logiciel, même si je vous la montré. Donc voilà les fonctionnalités principales. Ça peut tourner aussi bien au travers d'une interface graphique qu'en ligne de commande, c'est au choix. Plus de 500 modules pour, voilà, vous voyez, 500 modules pour gérer l'information géographique. Donc, il y a de quoi faire, de la 3D, de la 3D, de la 4D même, j'ai envie de dire. Oui, les enfants, 4D, de la 3D temporelle. Donc, gestion de bases de données, machin, géocoding, de raster, de vecteurs, gestion des clouds, des nuages de points. J'ai à chaque fois du mal, mais voilà, avec des nuages de points. Analyse de terrain, ça on va en faire d'analyse de terrain, beaucoup même, beaucoup. Préparez-vous, parce que un des traitements les plus connus d'analyse de terrain, des images raster, c'est l'analyse de terrain. Et comme toutes les bases MNT sont disponibles en open data, les traitements raster, ça va les analyses supervisées, les classifications supervisées et non supervisées. Alors ça, préparez-vous, on va en bouffer, hein. Et bien sûr, pour répondre à ce que j'ai dit, je m'auto-réponds à ce que j'ai dit dans la vidéo de Saga. J'ai des manuels de télédétection, donc je vais pouvoir faire des cours sur la télédétection et on va pouvoir faire des cours après sur de la technique. Mais j'aime bien, voilà, la télédétection, c'est quand même un domaine à part entière, hein, les fréquences, les longueurs d'onde, etc. Avant de comprendre, voilà, j'ai vu que Sentinel et compagnie, c'était des longueurs d'onde bien spécifiques, les satellites qui volent à des hauteurs bien spécifiques. Je crois que Sentinel-2, c'est à 700 km de la Terre. Donc, voilà, avant d'analyser des images Sentinel-2, il faut savoir de quoi il retourne. Les analyses vecteurs, voilà, tout est basé, vous voyez, sur la librairie GEDAL OGR.
les images, les analyses raster, l'interpolation, les masques, les analyses de paysage. Genre les masques, ça c'est un concept. Tant qu'on t'a pas expliqué, tu comprends pas ce que c'est qu'un masque. Enfin si, avec le confinement, on sait tous ce que c'est qu'un masque. Pardon, mais au niveau SIG, voilà, c'est un masque, c'est un 1 ou 0. Et ça sert à faire des calculs raster très puissants. Voilà, les multiplications, les calculs raster, les modélisations raster, et voilà, ça c'est un truc. Vous allez faire chauffer la calculette, les enfants. On va la faire chauffer. Donc, tac, l'interface. Donc, alors voilà, l'interface. Voilà, donc ce que je vous disais. J'aime bien quand j'essaie de pas trop dire de conneries. Mais, alors, j'en dis, mais des fois j'en dis moins, quoi. Salut à tous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez. Donc là, on est sur présentation de grâce. Et après, on va utiliser le logiciel. Donc, soit vous utilisez, c'est l'interface graphique classique. Donc, je vais vous présenter. Soit vous utilisez les lignes de commande, soit vous avez une API en C, vous pouvez l'utiliser au travers de l'API Python, vous avez les Jupyter Notebook, ça je vais en parler. Vous pouvez aussi utiliser, alors on va voir ça un peu, l'interface au travers de des serveurs WPS, ça on va alors, le WPS c'est une vidéo à part entière, hein, vraiment. C'est un web service, et vous pouvez l'utiliser aussi à travers de QGIS. Donc au travers soit de la toolbox, soit au travers du plugin Grass. Et R aussi permet d'utiliser une interface et tu peux aussi faire un office d'interface de Grass, et vous avez Grass Online au travers de Rollup. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Rollup, peut-être je ferai une vidéo un jour sur Rollup, peut-être pas sur cette chaîne, mais je ferai une vidéo sur Rollup pour vous présenter ce que c'est que Rollup. C'est voilà, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est un outil qui vous permet d'utiliser toutes les applications clients lourdes en mode web. Voilà, pour faire simple. Vous avez ensuite tous les add-ons sur Grass, donc voilà, qui vous permettent d'étendre les fonctionnalités de Grass. Donc voilà, et vous avez le manuel de Grass pour utiliser toutes les fonctionnalités, etc., etc. Donc voilà, Grass, présentation de Grass, donc vous avez le manuel, donc, juste pour voir WPS un peu ce que c'est. Et bon, et vous pouvez aussi utiliser Grass Online au travers de Rollup. Ouais, ok, donc c'est juste une page. Donc, alors pour Rapidos, juste voilà, pour Inside Grass, pour dire que le WPS, c'est en fait, ça vous permet, vous connaissez tous le WMS, Web Map Service, qui sont un web service pour générer des images raster, et le WFS, Web Feature Service, qui est un web service pour attaquer les données géographiques. Et ben, le WPS, c'est un web service qui vous permet d'utiliser des algorithmes au travers d'URL et de paramètres, lancer un buffer, etc., etc. Et donc là, les options WPS Process Description. Donc là, on voit qu'on peut générer automatiquement un WPS en rajoutant WPS Process Description. Et là, vous pouvez donc, voilà, au travers une procédure XML, dire quel algorithme vous voulez utiliser. Bon, c'est quelque chose à part entière le WPS, mais voilà. Et donc là, vous voyez un exemple de traitement WPS. Et là, un résultat en sortie. Donc un WPS, ça vous permet de lancer des algorithmes au travers d'une URL web, donc au travers d'un service web, et avec des paramètres. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et juste pour terminer, parce que je vous en ai parlé, mais je vais quand même vous montrer Rollup. Vous pouvez utiliser Grass Online, comme QGIS Online hein, d'ailleurs, hein. Ça existe, et c'est au travers de Rollup. Et vous avez aussi tout ce qui est au travers de Jupyter, donc peut-être je ferai une vidéo dessus. Je ne connaissais pas les notebooks Jupyter, mais ça a l'air pas mal, hein, ça a l'air pas mal. Et après, on lance la bestiace. Ah mais je suis content, je suis allé voir sur le portal parce que donner le live, ça avait l'air assez fluide, mine de rien. Oui, je suis content. Alors j'aime beaucoup. Là, si c'est parce que j'ai peur de faire des lives avec la VM, si vous voulez, parce qu'en fait j'ai tout installé sur une VM, hein, tous les trucs SIG. Et j'ai peur que ça rame et tout. Bon, ça rame, hein, sur mon PC en tout cas, je peux vous dire, ça rame. Mais si le live est fluide, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Donc c'est bon, je vois que la notif 22h02 est partie. Tac, donc try Grass Online avec les Jupyter Notebook. Donc apparemment les Jupyter Notebook, c'est un truc à part entière, hein. Il faudrait que je m'y mette, je connaissais pas du tout.
Mais ça a l'air très intéressant, j'ai envie de dire, hein. C'est voilà. Donc là, si je peux scroller, sinon voilà, Try GIS Online, c'est voilà pour utiliser grâce soit au travers de Jupyter Notebook, soit au travers de Rollup. Bon, voilà. Alors je ferme mon navigateur parce que là, je sens que le PC a atteint ses limites. Il est en train de me dire ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Donc attendez, je ferme juste le navigateur s'il veut. Sinon, bon, déjà, je pense qu'on a déjà fait un petit tour. Sinon, je ferai une autre vidéo après hein, sur la prise en main, la prise en main de grâce et les bases de grâce. Ouais. Si voilà, c'est juste pour vous montrer un zeste d'interface. Et après, je ferai une vidéo tranquille de mon côté sans être en live. Ça va me permettre de réduire les ressources et de pouvoir faire une vidéo pour le coup de 2-3 heures de qualité. Donc voilà, en tout cas, grâce. Si vous me demandez, vaut mieux utiliser QGIS ou grâce, j'ai envie de dire utiliser QGIS avec grâce. Ça, c'est la première chose. N'hésitez pas à utiliser QGIS avec grâce. Ça marchera bien. Ça marchera bien. Voilà, si vous avez toujours utilisé QGIS with grâce quand vous lancez QGIS et normalement il n'y aura pas de souci. Sinon, si vous avez envie de voir ce que ça peut donner avec grâce, n'hésitez pas à lancer grâce aussi, hein, parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités qu'il n'y a pas dans QGIS. Donc voilà, bon c'est bon, je vérifie que le live est toujours fluide. Donc voilà. Je fais ça, je le lancerai sur un portable pour voir un peu si c'est fluide ou pas. Donc voilà, tac. Ah, je pense que là, la VM est sourd, surtout que j'ai limité les performances pour le live. Peut-être pas une bonne idée. Mais attendez, on va quand même tester 2 minutes, essayer de lancer ça. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires ou dans les questions, si vous avez des besoins spécifiques aussi, parce que moi j'ai des idées tuto, je peux faire un an de tuto rien que sur Grâce, un an de tuto rien que sur QGIS, un an de tuto rien que sur GeoServer, un an de tuto Postgre, Saga. Mais après, si vous avez des besoins importants, n'hésitez pas à m'en faire part et moi je m'adapterai à vos besoins, hein. Je suis pas, au contraire, si je peux faire des choses qui vous servent, je serai encore plus content. Donc alors là, je lance grâce sur Linux. Bon, moi, c'est en ligne de commande. C'est normal. Donc en fait, je viens de me rendre compte que en fait, quand je stream sur Studio, là, bah, en fait, j'ai une petite interface qui me montre une image, mais qui représente rien du tout, en fait. Et moi, je me basais sur ça. Alors déjà, là, première particularité, avant d'ouvrir Grâce va vous demander soit de créer un nouveau projet, soit d'en ouvrir un existant, de base. Donc, vous voyez, ou d'en créer un nouveau, ou d'en supprimer, ou d'en décharger, sachant que vous avez un projet Grâce se distingue entre deux éléments. La localisation du projet Grâce, qui va être un dossier avec tous les fichiers, et aussi les groupes de fichiers. Donc on va créer un nouveau projet. Donc là, dans Home, Ali, là je suis sur Linux, donc chemin classique pour un serveur Linux, si tant est qu'il y ait quelque chose de classique sur Linux. Donc voilà, là il va me dire le nouveau nom du projet, donc je vais l'appeler test 2. Le titre du projet, test 2. Ouais, vous pouvez créer user map set et set défaut region. Non, on va pas faire ça. On va mettre tac. Donc, il te demande, si vous souhaitez, de sélectionner le PSG, le code de la projection. On va faire ça. Donc, il vous demande direct, vous voyez, un projet avec une projection. Ça, QGIS, il ne le fait pas. Moi, c'est en France, 2154. On va mettre 2154. Tac, Lambert, voilà, next. Parce que nous, en France, c'est ça la projection. Pas par défaut, mais voilà. Une très utilisée, tac, voilà, il a défini une projection et là il a créé le projet Grâce. Sachez que toutes les couches que vous allez importer en shapefile et tout, lui après il va les reconvertir dans un fichier format qui lui est propre. N'essayez pas de retrouver vos shapefiles dans le projet Grâce que vous avez travaillé ou des couches. Elles sont retravaillées sous un format différent, c'est atomisé en des dizaines de fichiers, c'est encore pire que le shapefile, c'est horrible. Voilà, test 2, groupe de données, c'est en permanent, même si je peux en créer d'autres, et je starte la session. Test 2, voilà.
et je lance Grass. Bon, alors là, vous voyez, là, Grass, il me l'a lancé en interface graphique. C'est-à-dire que je peux lancer des commandes sans interface. Là, on est sans interface graphique, là, vous voyez. Là, on est vraiment en mode GUI, comme ils disent. Ah merde, mais peut-être que j'ai pas cliqué sur les bons boutons. Attendez, on va voir. Là, on est en mode sans GUI, pardon, sans GUI. Merde, 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 je crois que c'était pas ça qu'il fallait faire. Attends. On va refaire. On va refaire. Merci à tous ceux qui sont là ou qui ont été là. Likez si vous aimez, dislikez si vous n'aimez pas. Bim, comme c'est fluide, j'envoie une pub. Parce que ouais, on peut faire ça aussi, ouais, peu que ça sert. Donc on va attendre un peu, sinon là on est. Sinon, si vous ne peut-être pas mettre l'interface. Donc là, oui, 7.4, je l'ai installé cette année, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Voilà, voilà, ouf, on est sauvé. Donc vous pouvez soit l'utiliser en mode GUI, enfin en mode CLI, Command Line Interface, donc là, vous lancez toutes vos commandes, soit en mode interface graphique qui est ici. Donc voilà, donc vous avez deux éléments de l'interface graphique. Vous avez le Layer Manager et vous avez la carte de visualisation. D'accord? Ici, c'est la gestion des couches et ici, c'est la navigation sur les couches. Là, c'est la carte. Vous voyez, c'est atomisé en deux fenêtres et là, c'est la gestion des couches. Alors là, je vais faire le fou. Donc là, voilà. Donc ça, vous voyez, c'est des icônes qui existent dans QGIS hein, déjà. Ça, vous n'êtes pas dépareillé normalement. Ajouter raster image, ajouter vector image. Donc, on va aller on se chauffe. On lance une ouverture d'image. Vecteur. Voilà. Donc vous voyez, là, tac, tac, tac. Donc on va sélectionner le vecteur. Donc là, il me dit la source. Mais vous voyez, il la trouve pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pour ça que c'est particulier, grâce, hein, c'est particulier. Il faut d'abord importer le shapefile dans le projet grâce pour pouvoir en disposer. Mon file, ouais, importe, vous voyez, importe vector data. Donc en fait, grâce lui ne lit pas le shapefile. Il faut partir de ce principe-là. N'importe, voilà, un common vector format. Il y a du MATLAB, il y a du LAS, il y a du LIDAR, il y a du DXF. Voilà, tout ce que QGIS lit, grâce le fait, vous inquiétez pas. T'en es déjà à 33 minutes, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, et là, vous voyez, je mets browse, et là, je vais chercher mon file. Je vais chercher mon chef file. Vous allez voir ce qui va se passer. Bon, vraiment, on est en mode zeste de présentation. C'était pas l'objectif aujourd'hui. Là, on est dans les bonus. Hein. Là, on est en bonus, les enfants. Là, c'est avec commentaire du réalisateur. Hein. Donc voilà. Alors, faites voir, est-ce que j'ai du chef file là-dedans? Ça, c'est des reporting statistiques. Oui, on a. Allez hop, ça. Ban carto. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est parti. Et run. Et donc là, ce qu'il va faire, il va importer le fichier shapefile. Error. Je crois qu'il y a un problème de projection, c'est pas grave, on s'en fout. Finish. Donc là, il a voyez, là, c'est du command GDAL hein, pour info, hein, ce que vous voyez derrière. Vous voyez, c'est là, on est plus brut hein, en interface et on est plus brut dans la gestion du logiciel. Donc là, il importe. Ouais, ça c'est typiquement du GDAL. Hein. C'est-à-dire que vous lancez ça en ligne de commande, si vous avez GDAL installé sur votre serveur, bim, ça vous importe un shapefile. Hein.
Donc là, normalement, non, erreur, donc peut-être c'est pas bon, close. Donc bon, voilà, c'était vraiment pour vous montrer parce que bon, là on rentre déjà dans les premiers pas et je préfère faire une vidéo dédiée aux premiers pas. Donc voilà, rapidement, les onglets vecteurs, voilà, map type conversion, lidar analyse, manager catégorie, etc. Voilà, ça c'est classique. Après, dans l'imagerie, ouais, c'est vrai qu'il y a une différence entre. Moi, je la faisais pas, et puis aujourd'hui, j'ai fait des petites recherches. Il y a une différence entre l'imagerie et le raster. En vrai. Il y a des traitements dédiés à l'imagerie. Voilà, vous voyez, typiquement, j'ai envie de dire la télédétection. Vous voyez, des orthophoto touches. Je suis sûr qu'il y a de l'orthophoto rectification là-dedans. Je suis sûr à 150%. Voilà, correct scanning distorsion. Voilà, manage GPC pour 3D correction. Voilà, ouais. Les images des satellites, les NDVI. Qui ne connaît pas l'NDVI? L'albédo. Émissivité, l'évapotranspiration. Donc là, on est dans l'imagerie, moi, ce que j'appelle la télédétection. Et après, il y a du 3D raster, de la gestion des databases. Et enfin, de la gestion de données temporelles. Très, 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 très important. Ça, on en fera aussi. Et après, voilà, et vous avez tout ce qui est raster pur, les buffers, les modèles hydrologiques, etc., etc. Donc ça, c'est tout ce qui est analyse de terrain. Donc voilà. Voilà, je pense que là, bon, et puis là, c'est tout ce qui est navigation, mais il y aura des vidéos des GeaGrass qui arriveront incessamment sous peu. Là, je suis encore, comme j'ai dit hier, jusqu'au 15 janvier, je fais des petites vidéos de définition, de présentation des outils. Puis après, le 15 janvier sera aller dans le dur de la technique, de la technique, de la technique. Mais avant, je préfère présenter ce que ce sera, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à